Bonsoir à tous et à tous d'être là et d'avoir répondu présent. On est très heureux de vous accueillir. Donc le format de la soirée, vous le connaissez parce que vous êtes des fidèles. Donc on va discuter avec Raphaël pendant 45 minutes, 1 heure. Vous pourrez poser ensuite quelques questions et puis on installera le cocktail et ce sera l'occasion de poursuivre cette rencontre de manière plus informelle autour d'un verre et de bonnes petites choses à grignoter. Alors d'abord, merci beaucoup Raphaël d'avoir réservé la soirée de lancement de ton dernier livre à la librairie Vice Versa. Ça fait vraiment super plaisir. C'est une équipe que j'adore, donc ça me fait aussi plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Et c'est Jérusalem quand même. Alors vous connaissez maintenant toutes et tous mon bras droit, Isaac, qui est en train de pointer à l'entrée, avec lequel j'ai le bonheur de travailler depuis 2 ans. Vous ne connaissez pas encore Lara, qui est à la photo et qui est notre gestionnaire de communauté, si je traduis de l'anglais, c'est-à-dire en fait la personne à qui vous devez d'être bien informé sur tous les réseaux de ce qui se passe à la librairie. Notre fidèle et excellent caméraman, Sylvain, et un petit clin d'œil bien sûr à Stanislas Mahé, ici présent, un auteur qui m'est cher et avec lequel nous avons fêté les 20 ans plus de la librairie. On est tous Sandra, qui viennent de Tel Aviv. Merci beaucoup d'être là. Un immense merci à vous, chers clients, qui êtes toujours présents à nos rencontres. Et merci aussi à René Trocaz, le consul général de France à Jérusalem, qui n'est pas le dernier à être présent aux événements que nous organisons. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous infligerai une petite introduction, parce que le parcours de Raphaël, pour moi, est extraordinaire. Des études à l'école normale supérieure, la rue d'Ulm, Normal Sup, comme on dit, une des institutions les plus prestigieuses et les plus sélectives de France, spécialisée en lettres et sciences. Après tes études, tu t'engages dans l'armée israélienne, au sein de laquelle tu évolues rapidement vers le service de renseignement. Après une 15aine d'années, tu prends ta retraite. Tu mènes des actions éducatives et humanitaires et tu deviens négociant en livres anciens à Tel Aviv. Et tu es également expert sur la chaîne I24, où nous te voyons très régulièrement. Alors ce que j'adore chez toi, et c'est ce qui vous vaut cette petite introduction, c'est la créativité et la diversité des thèmes que tu traites, ce qui n'est pas donné à tous les auteurs. Certains commencent par un filon et puis continuent avec le même filon, c'est pas du tout le cas de Raphaël. Un très très beau palmarès littéraire. Premier roman très remarqué en 2012, Sauver Mozart, le journal d'Otto J. Steiner, prix Emmanuel Robles et prix littéraire de l'ENS de Cachan. C'est l'histoire d'un attentat musical qui se passe à l'été 1939 et c'est un premier roman farouchement subversif. 2013, toujours chez Actes Sud, et j'en profite pour remercier les éditions Actes Sud qui nous consentent des remises qui permettent de vous faire à vous les livres moins chers. C'est une très chouette maison d'édition qui ne publie que de la qualité et qu'elle soit ici remerciée. Donc en 2013, toujours chez Actes Sud, la confrérie des chasseurs de livres. Nous sommes à l'époque de François Villon, soit en 1450, et il s'agit de combattre la censure et de faire triompher l'humanisme et la liberté. En 2015, chez Actes Sud, Junior, Denis Diderot, Non à l'ignorance. Son credo, celui de Denis Diderot, était de mettre une connaissance libre à la portée de tous. Il incarne un combat plus que jamais d'actualité, partager le savoir, sans contrainte ni tabou. En 2016, tu nous régales avec Les obus joués à pigeon-vol, publié cette fois-ci aux éditions Doucet. Prix coup de cœur des lecteurs des Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Le 17 mars 1916, Guillaume Apollinaire est atteint par un éclat d'obus dans une tranchée, alors qu'il lit une revue littéraire qui vient, selon l'auteur, d'être retrouvée en Bavière. Retour sur les 24 heures qui ont précédé l'impact, sur le drame humain qui se joue et le regard d'Apollinaire sur ces hommes, la guerre et la création littéraire. En 2018, à nouveau chez Actes Sud, tu signes La Rose de Saragosse, un roman palpitant dans lequel tu reviens sur la persécution des Juifs d'Espagne par l'Inquisition au XVe siècle. Sorti en poche récemment, Évacuation, toujours chez Actes Sud, c'est la guerre. L'ensemble de la population de Tel Aviv est évacuée. Jusqu'à la dernière minute, Saba, le grand-père de Nahor, descend du bus entraînant le jeune homme et sa petite amie Gaëlle dans une dérive clandestine au cœur de la cité désertée, désormais tout à eux. Une ode urbaine au désir de vie et de paix. 2021, des Sex Pistols à l'Intifada chez Ballant,
témoignage sur la vie d'un officier du renseignement d'Israël et les actions secrètes menées par l'auteur aux 4 coins du monde, sur lesquelles tu lèves pudiquement un coin du voile. Donc tu as à ton actif 10 titres au total et tu nous reviens aujourd'hui avec In Absentia, sorti il y a un mois chez Actes Sud, qui se déroule en partie au Struthof, seul camp de concentration nazi sur le sol français. Et tu fais se rencontrer 2 personnages, 2 destins. Tu as admirablement tissé cette histoire imaginée, mais appuyée sur un fait réel. Alors avant d'entrer dans le cœur du livre, j'ai tout un petit paquet de messages pour toi. Frère Louis-Marie, patron des bénédictins d'Abou Ghosh, qui t'a rencontré à Paris et qui apprécie énormément ton œuvre, il ne pourra pas être des nôtres ce soir, mais il ne voulait pas manquer de te saluer chaleureusement. Marilyn, que tu connais bien, ma consoeur et complice de la librairie Le Comptoir à Santiago du Chili, qui envoie ce message pour toi ce soir. Je viens de lire d'une traite In Absentia, pas de mots, c'est son livre le plus fort, je crois, insoutenable et pourtant marqué par un lyrisme incroyable. Voilà, c'est sympa, parce que j'ai bu le café avec Pinochet, mais ça vous le découvrirez si vous achetez les Sex Pistols à l'Intifada. Bon, je me souviens en tous les cas de mes visites au Chili, c'était ce fameux café avec ce charmant monsieur. Et le message d'un lecteur de Tel Aviv qui nous suit sur les réseaux sociaux. Je l'ai lu et mon épouse aussi. On est d'accord sur la beauté et l'horreur de cette histoire et l'écriture particulièrement prenante et envoûtante. Kola Kavod, Raphaël Yerushalmi, que l'on suit souvent sur I24. Et dernier petit message de Pierre Dreyfus, qui aurait vraiment voulu être là ce soir, mais Betty, son épouse, s'est cassé malencontreusement le bras et a passé une bonne partie de son après-midi à l'hôpital à souffrir. Donc ils envoient un message très très chaleureux et s'excusent de ne pas être là ce soir. J'espère ne pas avoir été trop longue et on rentre dans le vif du sujet. Alors ma première question, au risque de paraître provocatrice, encore un livre sur la Shoah. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Très bonne question, parce que je n'avais pas du tout l'intention, enfin dans mon esprit, d'écrire un livre sur la Shoah. J'avais déjà donné, car Sauver Mozart, c'est plus ou moins sur fond période nazie, Seconde Guerre mondiale, et donc c'était vraiment pas, ça me trottait pas du tout dans la tête. Je dis tout de suite avant de continuer que maintenant que je l'écris, je ne pense pas écrire le prochain, ni peut-être même encore un livre sur la Shoah, mais une chose est certaine, il ne faudra jamais arrêter d'écrire sur la Shoah. Il faudra qu'il y ait toujours et encore des livres sur la Shoah. On en parlera dans ce livre qui est une révolte contre une expression qui s'appelle le devoir de mémoire. Une expression que je n'aime pas du tout. D'abord, les devoirs, personne n'aime faire les devoirs, mais en plus, mémoire. Si la Shoah devient une mémoire, quelque chose dont on se rappelle, alors le plus jamais ne marchera pas. La Shoah ne peut pas, c'est comme une flamme, elle doit vibrer en nous, rester vivante en nous, et donc il faudra encore et toujours écrire sur la Shoah, même si les grands maîtres de l'écriture sur la Shoah ne sont plus, Aaron Appelfeld, Primo Levi, etc., comme les survivants ne sont plus là. Il y a encore beaucoup de possibilités, et ça c'est une des pierres c'est pas un devoir de mémoire, c'est un devoir de entretenir la flamme en nous de ce qu'a été la Shoah. Mais donc au départ, j'avais pas du tout ce projet en tête, et ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans un festival littéraire à Strasbourg, les Lettres d'Idéal, très agréable. Et nous sommes sur un plateau avec 3-4 personnes, on nous a interrogés, une sorte de débat, je ne me rappelle plus. Et puis, parmi les personnes qui sont sur le plateau, il y a une dame qui est en fait la conservatrice d'un musée un peu particulier qui s'appelle le Struthof. Au début, moi, je disais le Struthof, comme ça s'écrit, mais les Alsaciens ont appris maintenant à dire le Struthof. Et donc, le Struthof, et j'apprends, à ma grande surprise, qu'il y avait, sur le sol de France, un camp de concentration en bonne et due forme, avec chambre à gaz, etc., etc., qui n'était pas destiné à l'extermination des Juifs, mais aux politiques, et surtout, et en premier, aux résistants français, aux opposants au régime nazi, et qui avait pour particularité, justement, parce qu'il s'agissait de résistants, d'être encore plus cruel, si possible qu'un camp de concentration normal avec... moi, je n'ai pas encore vu le Struthof, mais les gens qui ont vu des camps de concentration, puis le Struthof, on dit qu'ils ont été pris à la gorge, car tout est calculé pour l'horreur. Et pour vous donner juste un exemple, puisque moi je ne l'ai pas vu, on me l'a raconté, il y avait une carrière de granit près du camp, et donc tous les matins et tous les soirs, les prisonniers doivent aller à cette carrière et en revenir. Eh bien, les escaliers, les marches
qui mènent à cette carrière de granit sont calculés pour faire mal aux genoux et pour fatiguer encore plus le détenu. Donc à ce point-là, donc j'étais assez surpris de cette histoire. Mais bon, là où ça commençait un petit peu à me travailler, c'est que cette dame raconte une histoire un peu abracadabrante, rocambolesque, l'histoire de 100 squelettes. Il y avait un médecin SS sadique dans ce camp, un peu comme le Mengele d'Auschwitz, le professeur Hirt, qui, pour ses études d'anatomie, a passé commande à Himmler de 100 squelettes. Il avait besoin de 100 squelettes pour, évidemment, démontrer la supériorité de la race aryenne, etc. Et Himmler, administrativement parlant, a trouvé une bonne idée de passer la commande à Auschwitz. Et donc, les médecins d'Auschwitz, selon certains critères fournis par le professeur Hirt, ont sélectionné 100 personnes, 100 juifs, qu'ils ont donc livrés au Struthof. Ils les ont livrés, bien sûr, sur pied, vivants, car c'était beaucoup plus facile à transporter que de congeler ou déjà fait en squelette. On en a fait des squelettes, donc, sur place. Et là, ce qui se passe, c'est qu'après cette soirée, me trotte dans la tête cette danse macabre. Ces squelettes commencent à me trotter dans la tête et ne me quittent plus pendant des mois. Et à la fin, j'ai dit, bon, bah tant pis, on va faire le bouquin. Et c'est comme ça que j'ai décidé de retourner donc dans cette horrible époque de la Shoah et de mettre les pieds dans le plat. Là j'ai pensé à Apollinaire, effectivement, au livre Les obus jouent à pigeon au vol, et donc là on va sauter à pieds joints même si c'est un pari risqué, parce que la Shoah, aujourd'hui encore, il y a pas mal de gens qui hésitent à lire ce livre, la guerre russo-ukrainienne, la pandémie, etc. On va pas se taper en plus un livre sur la Shoah. On a besoin de quelque chose qui remonte le moral. Donc c'est un pari risqué que Actes Sud a bien voulu prendre. Et donc on saute à pieds joints dans ce monde concentrationnaire. Et le héros est effectivement un résistant français, Pierre Delmas, qui habite Paris, qui est un intello, qui est communiste d'obédience à l'époque. Et c'est le héros du livre, qui lui va être au Struthof, avec comme fonction assez étonnante, il y a beaucoup de provocations dans le livre, il a comme fonction, dans cette clinique où on fait des expériences médicales, d'achever les sujets des expériences médicales lorsqu'ils sont trop faibles, lorsqu'ils sont agonisants, à main nue. C'est lui qui les achève. Et c'est là que commence pour moi à quoi va ressembler ce bouquin In Absentia, et comment nous absentons souvent, nous évitons justement de confronter l'horreur, les réalités. Dans notre vie de tous les jours, hein, on est très in absentia, on évite beaucoup de choses qui nous déplaisent par rapport à nous-mêmes, beaucoup d'obstacles, on contourne beaucoup, hein, il y a beaucoup ou des raccourcis, c'est notre vie de tous les jours d'être assez absent. Mais de temps en temps, ça ne marche plus, il faut confronter, il faut prendre le taureau par les cornes. Et donc je pousse la mauvaise blague jusqu'à faire de ce Delmas un exterminateur de gens, un abatteur à main nue. Et je veux le faire d'une façon qui va être belle, douce et humaine. Et c'est là que je me vient l'idée de faire ce livre qui va être sur un sujet horrible, mais qui va être d'une douceur. Un des critiques a dit une intolérable douceur. Et donc ça va être un petit peu ce défi-là qui va être à travers le langage, une grande pudeur du langage, une grande retenue, car le grand piège quand on prend un thème comme la Shoah, hein, c'est le pathos, c'est ah là là ils avaient faim, ils avaient froid, c'est triste. Bon, il y a beaucoup de pièges là, ne pas tomber dans ce piège-là. Ce qui va dégoûter et qui va déclencher après chez Delmas, après la guerre, puisqu'il va survivre, une action qu'il va mener après la guerre, c'est effectivement toute la componction, l'après-Shoah. Il va pas du tout aimer les cérémonies de commémoration qu'on fait. Ça va causer donc chez lui un déclic. Et puis me vient entre ça et ça une idée. Je vous raconte ça parce que vous allez voir la réaction d'Actes Sud quand je suis venu avec mon projet, la note d'intention comme on dit. Et donc une idée, c'est que il va s'évader. Il va in absentia. À un moment donné, un des SS du camp lui demande « Mais comment faites-vous pour survivre ?» Il dit « Je m'absente. Parce que quand on n'est pas là, ça fait moins mal. » Et donc, il va s'évader, il va rêver qu'il est à la seconde croisade. Il va en fait rencontrer parmi les victimes des nazis un cistercien qui va lui parler de Bernard de Clairvaux et de la seconde croisade,
Et donc il va décider qu'il part à la seconde croisade. Il a horreur de ce mot Struthof, c'est germanique Struthof, lago, la guerre, capot, et alors que les mots nazaréens, templiers le font rêver. Et il s'imagine partir donc à la seconde croisade, car par exemple, je ne file pas trop la métaphore dans le livre, ça serait trop lourd aussi, c'est encore un autre piège, mais en gros, ces frères déportés sont comme des moines mendiants de la seconde croisade, tous sont tonsurés, tous portent l'habit de toile rêche, tous ont fait vœu d'abstinence, ils ne mangent pas, et tous sont retirés du monde. Donc voilà le rapport qu'il a avec eux, et il part dans cette croisade. À cela s'ajoute une troisième histoire, celle de Paul Bernstein. Paul Bernstein, c'est un dandy des années 30 parisien. Il est juif, mais pas trop, ça compte pas trop pour lui. Et donc, quand il se présente, on lui dit Monsieur Saul Bernstein, il dit appelez-moi Paul. Il assume pas du tout donc son judaïsme, il assume par contre entièrement son homosexualité. Il fait la fête à la coupole, il connaît tous les surréalistes, les grands peintres. Il mélange son champagne avec de la mescaline, donc tout va bien quoi. Et surtout, il ne croit pas à la montée du nazisme, il ne pense pas que ça le concerne. Beaucoup de gens vont partir, surtout dans les milieux artistiques et intellectuels, vont quitter. Marcel Duchamp, Picabia vont s'en aller aux États-Unis. Tzara va descendre dans le Midi, rejoindre la résistance, etc., etc. Lui, Bernstein, même Herzog, je parle d'André Mauroy, car André Mauroy s'appelait Herzog, c'était un juif alsacien. Il devient André Mauroy officiellement après la guerre. Il va se réfugier aux États-Unis et au Canada. Les Allemands ne pourront mettre que la main que sur sa collection, très grande collection de livres, etc. Et donc lui, Bernstein, non. Et lui, alors comme de même que Delmin s'évade dans le rêve, donc Bernstein s'évade dans l'art, dans la beauté, tout ce qui est esthétique. C'est un esthète. Un exemple de, je peux continuer ou tu veux tu vas faire des croix sur les questions. Non, alors je vous ai mis un petit peu comme ça dans le bas. Donc je présente ça mon projet à mon éditrice. Alors tous les bouquins dont on vous a cité et aussi des collectifs, on en parlera peut-être après. Des bouquins avec collectifs avec Kamel Daoud, etc. Mais c'est pas grave. C'est la même éditrice depuis le début. Et donc là, elle me dit. Alors là, franchement, il a eu un petit Ricard, c'est bon, il a la croisade, le machin, le Bernstein, le premier. Et donc au départ, le tout début, le premier chapitre, on est dans le Struthof, dans la neige, dans le Nacht und Nebel du camp. Et le second chapitre, on est dans un cocktail à l'hôtel Belle-Rive de Jean Lépin où descendait Scott Fitzgerald et Saul Bernstein boit du champagne avec Nathalie Goncharova, une peintre russe. Voilà. Et puis le chapitre d'après, on est Saint-Bernard fait appel à la croisade et on part en croisade. Donc là, Actes Sud m'a dit ça va pas. Donc j'ai écrit à peu près le tiers du livre. J'ai envoyé ça à mon éditrice. Et pourquoi je raconte cette histoire, cette éditrice, elle est géniale. Mais là, j'ai vraiment senti que j'étais coaché. Parce qu'elle a tellement aimé l'idée qu'à la fin, elle m'a demandé d'aller encore plus loin dans la blague, si on peut appeler ça une blague, d'aller encore plus loin, de prendre le truc jusqu'au bout, d'assumer jusqu'au bout. Très enthousiaste, elle m'a carrément coaché et donné conseil. C'est la première fois que je me suis senti vraiment comme un sportif qu'on entraîne, avec des conseils extraordinaires, surtout sur la fin, de grandes améliorations. Pour vous donner un exemple des conseils qu'elle m'a donnés, Delmin s'évade vers le rêve. Et donc, effectivement, il fait un transfert. Il va rencontrer, par exemple, un géant, un moine géant envoyé par Bernard de Clairvaux pour voir si les Templiers qu'il a envoyés sont dignes d'aller libérer le tombeau du Christ. Car Bernard de Clairvaux avait un souci, il avait peur que les gens qu'il envoie à la croisade au Saint-Sépulcre ne soient pas dignes, parce qu'on savait que beaucoup de Templiers en route faisaient des pillages, et il rencontre ce géant qui est en fait un transfert, parce que dans la clinique des SS, il y a un nain, Hans le nain, qui devient un géant dans le rêve, etc. Et à un moment donné, donc il y a des très beaux passages, mais à un moment donné, mon éditrice me dit, oui, mais le rêve ne marche pas toujours, ne sert pas toujours sa fonction. Le rêve peut te trahir. Et regarde un peu chez Bachelard, etc. Effectivement, donc à un moment donné, le rêve ne va pas marcher.
Et ça va changer beaucoup l'aspect du roman et l'aspect de mon personnage. Donc je raconte ça parce que c'était une vraie expérience d'écrivain face à son éditeur, où il y a une amélioration vraiment importante venue grâce au conseil de l'éditeur. Je m'arrête, je te laisse poser une question. C'est trop bon. Mais alors la relation Delmin-Bernstein Alors, évidemment, vous imaginez bien que ces deux destins parallèles vont se rencontrer, vont converger, car en fait Bernstein va être l'un des squelettes. Il va donc, en fin de compte, être donc contre, alors qu'il ne s'y attendait pas, enfin qu'il n'y croyait pas, donc arrêté par la Gestapo, Drancy, Auschwitz, et il sera sélectionné. Alors lui, c'est un personnage fictif que j'ajoute au squelette véridique de cette anecdote de la guerre. Alors, évidemment, j'ai fait un petit peu de recherche. Comme je vous l'ai dit, je suis pas allé au Struthof, j'ai jamais vu le cimetière de Cronenbourg, etc. J'ai même rencontré les gens qui avaient un peu travaillé la question, et donc, pourquoi je dis ça? Mais bon, bref. Donc, je rentre dans cette histoire. Ah oui, si, quand même. Qui est Abracadabrante. Et là, le bouquin vient de sortir donc au mois de mars. Et cette semaine, enfin la semaine qui vient de passer, un rapport est sorti en France qui fait un peu scandale, qui était dans toute la presse, où on a ressorti des tiroirs cette histoire des squelettes et du Struthof. Avec un débat parce que moi jusqu'à présent, en tous les cas, je présentais ça. Il y a aucun aspect de collaboration dans le livre, dans la mesure où la grande majorité du personnel de la faculté de médecine de Strasbourg était réfugié à Clermont-Ferrand à cette époque-là. Alors maintenant, il y a des chercheurs qui prétendent qu'il y avait quand même des médecins français là et qu'il y avait peut-être de la collaboration, etc., etc. Et on cite toute cette histoire qui était en fait passée sous le radar. Il y a un article du Monde qui s'appelle « Le camp de concentration » qui est passé sous le radar. Et c'est une coïncidence incroyable qu'au moment où je sors ce bouquin, un truc qui s'est passé il y a 80 ans arrive. Et effectivement, dans ma première tournée littéraire, parce que là je repars pour la seconde partie de ma tournée de lancement en France, dans la première partie, je suis allé à Strasbourg et j'ai rencontré l'un des chercheurs, des enquêteurs de cette histoire, le docteur Raphaël Toledano, qui m'a emmené au cimetière de Cronenbourg, cimetière israélien de Cronenbourg, où il y a effectivement au départ une stèle où il y a écrit des hommes et des femmes victimes des expériences nazies, et puis il y a une seconde stèle où il y a en fait leur nom. Il y a donc deux stèles pour la même chose, avec leur nom, mais sous la seconde stèle, il y a certains restes qui ont été effectivement retrouvés dans les cas. Donc une histoire à dormir debout, c'est le cas de le dire, et qui prend tout d'un coup cette dimension-là, il y a un renouveau. C'est assez incroyable comme débat. Moi, j'avais eu la même histoire quand j'étais jeune étudiant. J'avais fait une chronique sur un village dont personne n'avait jamais parlé en France, qui s'appelait Chambon-sur-Lignon. Aujourd'hui, tout le monde sait plus ou moins qui est Chambon-sur-Lignon, mais à l'époque où moi j'ai écrit, j'étais étudiant, il y a plus de 40 ans, personne n'avait jamais entendu parler de Chambon-sur-Lignon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un village où du premier au dernier, du plus vieux grand-père au plus petit enfant, ils ont caché des dizaines de juifs pendant la guerre, au péril évidemment de leur vie, tout le village. C'est un truc incroyable. Voilà, Chambon-sur-Lignon. Donc voilà des choses qui rejaillissent et qui, tout d'un coup, me rassurent un petit peu dans mon projet, puisque je me suis dit, encore un livre sur la Shoah, mais voilà, ça refait surface. Et alors, cette histoire, elle est terrible, mais est-elle aussi optimiste? Alors, à mon avis, elle est optimiste. Il y a une grande foi en l'homme, et je pense que dans le passage où justement on parle de comment Delmin achève à main nue les personnes, c'est décrit véritablement en détail. Il va développer une certaine technique, il va même s'entraîner sur des chiffons pour savoir étrangler plus vite et mieux. Et il y aura même des commandos SS qui vont venir voir comment il fait. Et ce qu'il lui comprend, c'est qu'il est le dernier visage que ces gens vont voir. Il a une responsabilité incroyable. Il est le dernier visage humain. Quel visage va-t-il leur offrir? Comment va-t-il s'y prendre? Alors je vous révèle
des trucs de Delmin, c'est qu'il balbutie, il dit quelque chose, mais en fait il dit rien. Il laisse l'autre s'imaginer ce qu'il peut lui dire. Mais il est en train de lui parler, mais en fait il lui dit rien, c'est l'autre qui va décider devant ce dernier visage humain qu'il voit, si c'est des mots de compassion qui lui sont dits, si c'est une prière, c'est à lui de décider. Et le livre est écrit de cette manière-là, que beaucoup de décisions sont prises par le lecteur. Je n'impose ni symbole, ni message, ni filer la métaphore sans fin. Il y a beaucoup de choses qui restent ouvertes. Et je fais confiance au lecteur, bon, c'est des effets de scène, je sais que ça marche plus ou moins, mais je fais confiance au lecteur que ça va l'amener à telle ou telle réflexion ou à tel sentiment. Rien n'est imposé, il y a diverses, j'ai déjà eu des réactions, diverses interprétations de certains passages, et c'est parfait ainsi, c'est comme ça que ça doit être, puisque cette expérience, elle est pour chacun de nous différente. Aucun de nous ne sait comment il se serait conduit, qu'est-ce qu'il aurait fait ou pas fait dans une telle circonstance. Etc., etc. Donc c'est ça, ça a dicté l'écriture et la façon donc, dont Delmin achève toute cette violence qui se transforme en douceur. Ça a dicté aussi l'écriture du livre, avec, dans la provoque aussi, si je peux dire, en fin de compte, malgré tout, la Shoah est un extraordinaire outil littéraire. Vraiment, la Shoah, pour écrire des beaux livres, malheureusement, oui. Alors, il y a un moment donné où je me moque de ce que je viens de vous dire, c'est quand, effectivement, au Bellerive, à l'apéritif, Saul Bernstein, donc, qui est avec Nathalie Goncharova, et Nathalie Goncharova lui raconte qu'elle aussi, elle a fait de l'art sacré et de l'art de guerre. Elle lui raconte comment elle a fait des gravures, ce qui est vrai, donc, pour la guerre de 14, avec des angelots qui volent parmi les bombes. Et à ce moment-là, Bernstein lui dit, et là je n'impose pas ça au lecteur, donc ça s'est perçu ou pas, mais je me moque de moi-même. Et Bernstein dit, oui, mais quand même, c'est une solution de facilité, c'est un raccourci vers le sublime. C'est fastoche de faire du sublime avec la Shoah et les grandes guerres. C'est beaucoup plus difficile dans la condition humaine, chez Zola ou chez Balzac, le cousin Ponce, c'est plus dur quand même. Là, c'est une solution de facilité. Et il dit à un moment donné, mais regardez, le Guernica de Picasso, en fait, il tire toute sa puissance de ce qu'il condamne. C'est un tableau contre la guerre, mais en fait, la beauté du tableau, c'est la guerre. Donc voilà, je me moque de ce projet. Ceci étant dit, la Shoah permet ceci d'abord. Tout est exacerbé. Donc tout est mis en évidence, tout est beaucoup plus grand. Et ça permet des outrances aussi sur le plan littéraire. Ça permet d'exagérer, d'aller beaucoup plus loin. C'est un décor qui permet des outrances, tout simplement. Moi, j'appelle ça un par-delà le bien et le mal de l'écriture. C'est des choses qu'on peut se permettre de dire, comme ce que je viens de vous dire, quand on traite de cela. Je suis pas sûr qu'on pourrait se permettre de le dire dans un autre contexte. Alors, exacerber, c'est aussi comme moi je l'ai vu dans ma carrière militaire, ce sont des situations telles qu'elles vont faire ressortir certaines choses qui ne ressortiraient pas dans le courant normal de la vie. Hein, un truc simple, on dit les vrais copains, on les reconnaît quand on est dans la merde. Voilà, donc c'est quand on est dans ces situations-là extrêmes, et à l'armée on le voit, les gros baraqués qui jouent les gros bras, quand ça pète, on les retrouve sur la table, et puis ceux qui avaient l'air de rien, ils sont là en héros, ils tirent. Voilà, c'est un peu ça. Ça fait ressortir beaucoup de choses qui ne ressortiraient peut-être pas nécessairement autrement. Sur le plan de l'écriture aussi, on revient aux choses essentielles. À un moment donné, quand on décrit la situation de l'homme dans le camp, on revient aux choses essentielles. Et le langage doit donc devenir aussi essentiel, court, pur, simple. Il n'y a pas les gens dans les camps ne pouvaient parler que de choses très simples, des mots très simples. Donc la même chose doit s'appliquer à l'écriture. Et le héros, le déporté, pour un écrivain, c'est le héros idéal, c'est le héros archétypal, car il ne reste de lui. Alors si Bernstein devient un squelette, moi mon héros c'est pratiquement un squelette. Mon héros, Pierre Delmin, le résistant français, je le prends, il ne lui reste plus rien. Peut-être que encore sa dignité d'homme, mais il lui reste plus rien. Il est donc une table rase à partir duquel l'écrivain peut construire, broder comme il le désire. Et donc, je le fais communiste, il habite dans le 6e, il va bouffer dans tel resto de la montagne Sainte-Geneviève. Et à partir de là, on le construit comme ça, à partir de cet homme archétypal. Et ce qui est intéressant, puisque justement, après la guerre, Delmin va devoir se reconstruire.
il va arriver effectivement, avec en plus toute cette culpabilité d'avoir fait ce travail, dans l'après-guerre, dans la France d'après-guerre, il va devoir se reconstruire. Donc toutes ces choses-là, c'est quand même la Shoah comme outil littéraire. Alors moi je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit avant, parce qu'il y a un extrait que tu aimes bien lire, qui revient vers la rencontre de Bernstein et de Nathalie. Bernstein remplit la coupe de son invité. Il est franchement déçu. Pourquoi diable lui offre-t-elle une descente de croix ? Le sacré dans l'art m'a toujours intrigué, dit-il. Je me demande lequel, du beau ou du saint, crée vraiment l'émotion, lequel exploite l'autre. Là où vous voyez une rivalité, je décèle une connivence, déclare Nathalie. Bernstein se contente de sourire. Et un merveilleux raccourci vers le sublime, ajoute-t-elle en lui décochant un clin d'œil. Le couchant vient déposer une teinte cuivrée sur ses pommettes. Bernstein la trouve mieux que belle. Dès le début des combats, en 14, j'ai publié à Moscou un recueil d'images mystiques de la guerre. Sur l'une d'elles, je fais volter des angelots de ci, de là, parmi les avions et les bombes. Bernstein continue de se taire. On ne lui ôtera pas de l'idée que prendre la guerre pour thème, c'est céder à la facilité. Le Guernica de Picasso, qu'il a vu exposer l'année dernière, puise toute sa force de la chose même qu'il condamne. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Vous voyez, je ne vous avais pas raconté des histoires. C'est bon. Et alors, l'esthétisme, la beauté, c'est un rôle très important dans le livre, avec des passages assez poétiques. Il y a quelque chose qui va vraiment être pour moi le symbole de cette Shoah-là, c'est la laideur, c'est l'absence d'esthétique. Et lorsque Bernstein prend, alors il est grand collectionneur d'art, lorsqu'il prend donc le train qui l'emmène de Drancy à Auschwitz, il a à côté de lui un monsieur qui a une épingle de cravate avec un camé du 19e siècle. Il va, pendant tout le trajet de ce train bestiaux, fixer ce camé-là, cette épingle de cravate, parce que c'est la dernière chose jolie qu'il verra jamais de sa vie. Après ça, il n'y aura plus que les barbelés, le camp. Il sait qu'il y aura ce qui va vraiment, pour lui, la faim, le froid bien sûr, mais c'est la laideur, l'absence de toute beauté qui va le faire souffrir. Et là, il rejoint un peu Delmin, parce que Delmin, après la guerre, ce qui va faire le déclic chez lui, ça l'a fait chez moi, d'ailleurs quand j'étais au cimetière israélite de Cronenbourg, mais dans d'autres endroits, c'est la laideur des monuments commémoratifs. Il n'y a rien de plus moche que bien des monuments de commémoration de la Shoah. Pourquoi ? Ça doit être toujours des trucs en béton, pof, comme ça, des trucs en fer rouillé pour bien rappeler qu'il y avait des barbelés. À un moment donné, Delmin me dit, mais où est la couleur ? Donc, il y a des fois, il y a des villages de France, quand je vois des monuments aux morts, officiels, l'architecture officielle, à l'ancienne, bien... Je me demande si c'est pas une insulte aux morts pour la France, des fois, de faire des monuments comme ça. Et donc, il y a ce côté esthétique qui va jouer, et c'est ça qui va le révolter, et il va lui faire quitter son in absentia, son absence, car n'oublions pas le titre, hein, tout ça, ce sont des échappées. L'art, les rêves, à un moment donné, il faut assumer, il faut prendre le temps par les cornes, confronter, et donc lui va faire quelque chose en réaction à cela. L'esthétisme... Alors, on parle de la descente de croix que Nathalie Goncharova offre à Bernstein. Cette descente de croix, c'est une aquarelle qui n'existe pas de Nathalie Goncharova, parce que les gens sont allés chercher, mais non, elle n'existe pas. Enfin, on peut faire un faux. Hein. Mais elle part du début. D'ailleurs, la première image, c'est le bordereau d'achat de cette aquarelle. Et on va la retrouver au fil du livre, et cette descente de croix de Nathalie Goncharova jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page. Elle est là en filigrane, c'est peut-être le seul fil conducteur, la seule cohérence du livre. Alors, elle a un ou deux rôles, par exemple, moi, à un moment donné, on l'appelle l'annonce faite à Bernstein, parce que Bernstein ne se dédoute pas qu'en fait, la descente de croix, c'est lui, hein, il va y passer. Et Bernstein, en plus, n'aime pas cette aquarelle, il la trouve plutôt moche. Il aime bien le travail de Goncharova de maintenant, mais ça, c'est un travail plus... bon, c'est assez... Il y a des petits côtés humoristiques. Mais en fin de compte, pourquoi je vous raconte ça, c'est que c'est un plaisir que je me fais, mais que je pense faire au lecteur aussi. C'est ce qu'on appelle un filigrane. Ça veut dire, en vérité, elle sert à rien. Elle est là en filigrane. Pour vous donner un exemple, dans La Rose de Saragosse, qui est sur la gravure pendant l'Inquisition, hein, c'est un peu Charlie Hebdo, donc les graveurs subversifs sous l'Inquisition, je parle de la gravure. Et là, il y a un cheval blanc qui apparaît tout le temps. Alors, on le voit sur un retable, dans une église espagnole,
on le voit dans une gravure, on le voit même en vrai, un cheval blanc qui passe dans la ville de Saragosse. Et alors tout le monde se demande, à quoi sert un cheval blanc? Mais c'est rien, c'est joli, c'est en filigrane. Alors un cheval blanc, vous avez gagné à tous les coups. Hein. Mettez un cheval blanc où vous voulez, les gens ils aiment ça, ça marche à tous les coups. C'est comme les petits chats sur Twitter. Donc voilà, et c'est un filigrane, c'est la beauté de la chose et du livre, puisqu'un livre devrait avoir un filigrane. Il y a aussi un petit peu d'humour dans certaines parties des allusions à l'art et à la culture. Lorsque, par exemple, la Gestapo vient arrêter Bernstein et confisque toutes ses œuvres d'art, bon, il lui tape dessus, il l'interroge, en fait il s'est fait faire des faux papiers, et il lui tape dessus, c'est là qu'il avoue que Duchamp et puis Cabias sont partis à New York, etc. Enfin, tous ses potes sont pas là, et puis il lui dit, même Tzara, il s'est réfugié en zone libre. Et alors, les nazis savent pas du tout qui est ce Tzara, il n'est pas fiché, Tristan Tzara, et il lui dit, mais c'est qui? Alors il dit, mais c'est le père de Dada. Et alors là, il se fait tabasser, parce qu'il est incapable de dire si Dada, c'est une fille ou un garçon. Donc, voilà, c'est des filigranes. Un dernier filigrane, dans cette même scène, puisqu'on est là, dans cette même scène, en fait, lorsque les nazis débarquent, Bernstein est dans son salon, face à ses collections, il se prend un petit peu de mescaline, hein, c'est la fin de la journée, et dans son peignoir en soie, etc., et c'est là que les Allemands débarquent et foutent tout en l'air. Et puis il y a, là, près de son canapé, il y a un très beau Chagall avec un bouquet de fleurs. Et il s'est arrangé pour mettre un vrai bouquet de fleurs qui ressemble au bouquet de fleurs sur le Chagall. Et puis il y a toute cette scène donc de saisie de ses œuvres, on le tabasse. Et tout l'appartement est mis sans dessus-dessous. Et donc lorsque la Gestapo le traîne vers la sortie de l'appartement, lorsqu'il retourne, il n'y a plus rien, tout est détruit. Mais il reste ce petit vase de fleurs sur le guéridon. Et ça, c'est ces petits moments-là qui sont importants dans le livre, parce qu'un des derniers avantages, si on peut dire, d'un fond historique ou d'un décor ultra noir, c'est qu'il suffit d'une allumette pour sublimer l'obscurité. Donc plus on va dans le noir de la Shoah, dans l'horreur des camps, et plus il suffira, comme la rencontre, je ne vous décrirai pas celle-là, hein, évidemment, la rencontre d'Elma Bernstein, lorsque Bernstein arrive au Struthof, il va être gazé la nuit même, on va en faire un squelette. Il va rencontrer Delmin, ces rencontres-là, c'est une allumette qui d'un coup sublime toute l'obscurité, il fait plus noir du tout, et la foi en l'homme est réanimée, tout simplement. Alors moi j'ai encore 2-3 petites questions avant de laisser la parole. Ah quand même, je crois que j'avais répondu à tout à l'avance. Mais... Non, je m'en doutais, bon. Alors j'en ai gardé 2-3 au chaud. Quel rapport a ce livre avec ton histoire? Maman russe, papa turc, brocanteur, relieur? Mon père, donc d'origine turque, de Constantinople. Alors chez moi c'est un peu à l'envers, c'est les séfarades qui sont passés à la chambre à gaz et les Russes qui s'en sont bien tirés. Donc en fait, mon père est le survivant d'une famille qui venait de Constantinople, il appelait ça, hein, Istanbul, donc turc. Qui pensaient qu'en France ils étaient plus ou moins protégés puisque la Turquie était l'allié de l'Allemagne, mais qui en fait donc, alors eux c'est une histoire un peu particulière. Il y a encore des choses qui sont passées un peu beaucoup sous le radar. En fait, mon père lui était jeune, il était à ce moment-là à Marseille, mais la famille est passée en Suisse. Toute cette famille sont passées en Suisse, une grande famille dont ma grand-mère Sultana. Et dont un petit garçon de 8 ans, hein, toute une famille qui passe en Suisse. Et pendant longtemps, après la guerre, mon père a cru que en fait, le passeur les avait donnés. Or, le passeur n'avait rien donné du tout, il avait fait son boulot, c'était un passeur fourni par la résistance, et en fait, la famille est passée en Suisse. Mais en Suisse, il y avait un truc qui s'appelait la chaloupe est pleine. La politique suisse, c'est 30 000 juifs, c'est OK, après la chaloupe est pleine. Et donc, les Suisses ont pris ces juifs qui passaient après la chaloupe, et non seulement ils les ont rejetés vers la France, mais ils les ont remis en main propre aux miliciens français. Et donc on a on a suivi, on a pu remonter maintenant toute la filière. On a cette signature donc des miliciens recevant cette famille juive des mains des gendarmes suisses. Et puis ils sont ensuite remontés sur Drancy, etc., avec tous les reçus de Drancy, puisqu'on leur prenait leur argent, etc. Et étrangement, quelques années après la guerre, toutes les archives de la chaloupe est pleine, qui était dans un bâtiment en Suisse quelque part, je ne me rappelle plus où, l'immeuble a brûlé.
Voilà. Donc c'est cette famille-là qui a... Alors ce passé Shoah, évidemment, il me hante. Je pense que il y a un présent dans beaucoup de juifs, mais il y a aussi, je prends l'exemple d'Apollinaire, il y a le passé militaire. Pour moi, beaucoup le passé militaire dans tout ce qui est assumé, prendre le taureau par les cornes. Ce qu'on apprend à l'armée, en fait, comme je dis, il est raccourci dans la vie de tous les jours. On s'idéalise un peu, on essaie d'éviter nos défauts, de pas trop en parler, on évite les obstacles. À l'armée, on n'a pas trop le choix, on est tout le temps avec beaucoup de gens, les officiers qui regardent ce qu'on fait, les ordres qu'on doit... On n'a pas tellement le choix de prendre des détours, et c'est ça qu'on apprend. Assumer, affronter, prendre le taureau par les cornes, et en fin de compte, ça marche beaucoup mieux que le rêve et la mescaline. Ça marche beaucoup mieux. Donc il y a ça, et ça m'avait beaucoup marqué. Par rapport à une petite parenthèse sur les obus joués à pigeon-vol d'Apollinaire. Alors d'abord, une chose que je veux vous rassurer tout de suite, parce qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France. Moi j'ai des copains qui m'ont dit, moi toi tu es devenu le juif de cour des Français. En fait, c'est pas vrai. Depuis que je tourne, donc depuis 2012, en France, en tant qu'Israélien, ancien officier de Tzahal, j'ai fait du scolaire, de l'universitaire, des quartiers pauvres, des quartiers riches, le nord, le sud, les Vendéens, les Savoyards. Je n'ai jamais été pris à partie en tant que juif, ni même en tant qu'Israélien, ni même en tant qu'officier de l'armée, inclus dans des écoles ou des universités où il y avait un tiers d'élèves musulmans. Ça a toujours été des questions. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il faut être gentil avec le monsieur parce qu'il vient dans une conférence, et sinon vous allez au cours de maths. Mais quand même, des questions toujours intéressantes, intelligentes, et pas toujours dictées par les profs, hein, bon, pas toujours quand même. Et donc ça rassure. Et ce que j'ai réalisé aussi, parce que le passé Shoah me hante, mais la Shoah hante tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui hantent tout le monde. Et lorsque j'ai écrit le livre sur Apollinaire, Dans la tranchée et les poilus, je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait l'armée française, le soldat français, à l'époque de la guerre de 14, c'était exactement la même chose que le soldat de Tzahal aujourd'hui en Israël. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune différence entre le front et l'arrière. Donc il n'y avait pas d'antimilitarisme bon ton comme il y en a aujourd'hui. Les gens se faisaient du souci pour les poilus, mais les poilus se faisaient aussi du souci pour l'arrière, parce que les conditions de vie des civils à l'époque, des femmes et des enfants restés à l'arrière, étaient horribles, il n'y avait plus rien à bouffer, il n'y avait plus rien. Il n'y avait donc pas de différence, comme c'est aujourd'hui dans Tzahal, en Israël, il n'y a pas de différence entre le soldat de Tzahal et ses papas ou son cousin à la maison. Ils sont tous sur un même combat, sur le front. Il n'y avait certainement pas ces préjugés de qu'est-ce qu'un artiste ou un intello ferait à l'armée. C'est quoi un militaire par rapport... Bon, on me pose souvent la question, ah mais comment vous qui avez fait normal sup, comment vous pouvez faire l'armée? Et donc, en 14, la question ne s'est jamais posée, de même qu'elle ne se pose pas pour un jeune Israélien d'aller à un concert pop et de voir la même star du concert pop 3 ans après en uniforme avec lui à l'armée. Eh bien, la question ne s'est jamais posée aux intellectuels français en 14. Charles Péguy, Alain Fournier, même Aragon, qu'on ne peut pas soupçonner d'être quelqu'un de droite. Aragon était ambulancier pendant la guerre. Georges Braque, qui a même perdu la vue à un moment donné. Tous ces gens-là, ça ne posait aucune question. Et pour Apollinaire, ça n'a certainement pas posé une question. Il a emmené la poésie avec lui à la guerre. Donc ça, c'était... Et puis la dernière chose, hanté. Alors la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a eu les collabos, parce qu'il y a eu Pétain, donc c'est un peu moins. Mais là, il n'y a aucun complexe. Il y a une fierté de la France qui fait que quand je suis arrivé présenter ce livre, il y a ça c'est un point avec les Israéliens qui est commun. Il n'y a pas une famille française qui a été épargnée pendant la guerre. Tout le monde a perdu quelque part un aïeul, un grand-père, un tonton, je sais pas quoi, à la guerre de 14. Comme ici, il n'y a pas un Israélien qui ne connaît pas quelqu'un, un ami, un proche, etc. Et les gens m'amenaient de la maison, regardez, mon grand-père a écrit ce poème dans la tranchée, la douille ciselée, du poilu, etc., dans toutes les familles de France. Et donc, je pense qu'on a tendance à sous-estimer, alors il y a un danger de perte de mémoire par rapport aux jeunes, ça c'est évident. Moi j'ai rencontré des jeunes de 20 ans, mais ils savent rien, quoi. Ça fait peur, hein. Ils sont vraiment pas au courant. Mais d'un autre côté, il y a dans le subconscient du public, en Israël, mais en France aussi, donc toute cette histoire-là, c'est là, dans notre subconscient collectif. On est in absentia, et tant mieux, parce qu'on va quand même pas se rappeler de la Shoah tous les jours.
Mais voilà, c'est là. Et à un moment donné, on peut en parler, il faut en parler. C'est notre devoir de continuer. Et je terminerai en disant par rapport à la Shoah est un bel outil littéraire, que ce qui me justifie à dire ça, c'est que tout simplement, pendant la Shoah, dans les camps de concentration, il y avait une création artistique énorme. La création de l'univers concentrationnaire, c'est des symphonies, c'est des poèmes, c'est des dessins, des chansons. Ça n'a jamais arrêté. Et donc, si eux ont eu le courage, ben nous avons au moins le devoir de continuer. Bravo. Merci.